Bonjour à tous. Bienvenue au meet-up de l'association IAPO. Content de vous retrouver pour discuter de ChatGPT et de notre future adaptation à cette technologie. Alors, cette adaptation est urgente et nécessaire, donc merci aux organisateurs, l'association IAPO et la technopole Hélioparc. Un grand merci aux sponsors dont le soutien a permis à cet événement d'exister, la Fibre 64, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et la communauté d'agglomération Pau-Pyrénées. Et enfin, merci à l'école CYTech de nous recevoir ici et à ses équipes pour nous avoir installés. Donc ce séminaire Meetup fait partie d'une série d'événements sur la science des données. Donc suivez l'association IAPO sur les réseaux sociaux. En particulier, nous allons prochainement annoncer un festival IA qui aura lieu fin décembre avec des conférences et un Data Challenge. Donc, avis aux entreprises et aux étudiants sur ce Data Challenge qui va durer 3 nuits et 2 jours, pendant lequel des étudiants de toute la France vont être challengés sur des problèmes de data science. Donc, si vous êtes intéressé par l'IA et que vous souhaitez la faire vivre sur le territoire palois ou que vous voulez proposer des sujets pour le Data Challenge, allez parler aux hommes qui sont avec un t-shirt blanc pour participer aux prochaines actions d'IAPO. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Schwab, que je remercie d'avoir fait le trajet depuis Grenoble, où il est professeur d'informatique à l'université et chercheur depuis plus de 20 ans sur le traitement automatique de la langue et de la parole. En effet, dès 2019, alors que la première version de GPT était en construction, lui et son équipe ont produit Flaubert, que certains d'entre vous ont déjà utilisé. Flaubert, le premier modèle public sur le français, et depuis il continuait d'étudier ces grands modèles de langage. Didier, merci d'être venu à Pau. Je laisse vos oreilles entre ces paroles expertes et vous souhaite un excellent meet-up. Merci. Vous m'entendez? C'est bon, le micro fonctionne? Je remercie tout le monde d'être venu aujourd'hui. Je remercie IAPO de m'avoir invité. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que Pau, c'est pas n'importe quelle ville pour moi, c'est la ville où je suis né. Il y a un peu plus de 45 ans et j'ai eu longtemps de la famille ici, donc je suis venu pendant longtemps et là ça faisait 15 ans que j'étais pas venu. Donc ça fait plaisir de venir ici. J'ai grandi après à Montpellier où j'ai fait mes études. J'ai fait un postdoc en Malaisie avant d'arriver à Grenoble en 2007. Donc je m'appelle Didier Schwab, je suis à l'université Grenoble-Alpes au laboratoire d'informatique de Grenoble, qui est un gros laboratoire où il y a des centaines de personnes, et dans une équipe qui s'appelle le groupe d'études en traitement, en traduction automatique et en traitement automatisé des langues et de la parole. On est une équipe qui peut monter jusqu'à 70 personnes l'été lorsqu'on a des stagiaires, les doctorants, les masters et les chercheurs et les enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses. Nous on travaille sur le traitement automatique des langues et de la parole, et dans ce domaine donc ça c'est la chaîne de traitement classique de ce domaine en particulier, donc depuis 4 ans et depuis qu'il y a les modèles à la BERT qui sont sortis. Le principe c'est toujours le même. Alors ça ne veut pas dire que ça soit très simple à faire, mais en tout cas le principe général est assez simple. On a des grandes quantités de données, des données textuelles, numérisées bien sûr, des données audio, des images, on peut avoir des vidéos, on peut avoir tout un ensemble de données. Donc moi je m'intéresse plutôt à l'aspect langagier, donc plutôt à l'audio et à l'écrit, mais ça peut être aussi visuel. Et à partir de toutes ces données, on va extraire des caractéristiques qui vont nous permettre donc de créer des représentations. Alors pendant 90% de ma carrière, ces représentations, on les avait extraites plus ou moins à la main. Et depuis 4 ou 5 ans, on les extrait par des méthodes auto-supervisées. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Et pourquoi on extrait toutes ces caractéristiques? Pourquoi on crée ces modèles informatiques? Eh bien pour des applications
de la vie de tous les jours, hein, que vous connaissez, hein, de la traduction automatique écrite. Vous avez sans doute remarqué que les modèles, enfin les outils de traduction automatique, ils étaient bien meilleurs aujourd'hui qu'ils étaient il y a 5 ans ou qu'ils étaient il y a 10 ans. On fait de la traduction automatique orale. Donc on va parler et puis ça va écrire dans tout plein de langues, hein. Ça, votre YouTube, il le fait très bien. On va utiliser ça aussi pour des applications médicales. Nous, par exemple, on aide des associations comme la SOS Médecins à faire de la trajectoire patient, essayer d'estimer si le patient est à risque, est-ce qu'il risque d'être hospitalisé, afin que, par exemple, le docteur ne passe pas à côté de quelque chose quand il fait sa consultation. On peut aussi travailler sur des documents pour voir si les personnes elles peuvent faire éventuellement des rejets de greffe. On peut faire de la recherche d'informations ou on peut faire de la communication alternative et augmentée. Donc ça, c'est un sujet qu'on étudie beaucoup à Grenoble. C'est-à-dire, c'est la communication qui est suppléée avec, par exemple, des images ou avec des gestes. C'est-à-dire que c'est plus facile pour une personne qui est en situation de handicap ou une personne qui est étrangère au pays, qui ne maîtrise pas la langue, de comprendre un message s'il est associé à des images. Voilà, donc si vous lui parlez... si vous l'accueillez à l'hôpital, par exemple, et si vous lui demandez s'il a mal au ventre, lui montrer une image avec un patient qui se touche le ventre, c'est plus facile à comprendre que si vous lui parlez en français, alors que lui ne maîtrise pas du tout le français. Donc voilà, donc on va avoir cette chaîne de traitement, de grandes masses de données, de plus en plus grandes chaque année, visiblement. On extrait de manière totalement automatique un certain nombre de caractéristiques qu'on va exploiter dans des tâches en aval. Ça, c'est la chaîne de traitement du traitement des langues aujourd'hui. Des modèles, il y en a énormément. Ils ont des caractéristiques différentes. Je vous le montre rapidement, ce dessin. Mais pour faire simple, hein, il y a deux types de modèles. Les modèles à la BERT et les modèles dont on entend beaucoup parler actuellement. Ce que souvent, on utilise souvent le terme de grand modèle de langue pour eux, alors que c'est l'ensemble de tout ça qui est des grands modèles de langue. Eh bien, ce sont les modèles à la GPT. Donc, quelle est la différence entre ces deux grands familles de modèles? Donc, pour ceux qui aiment les dessins de réseaux neuronaux, je vous les ai mis ici, mais le principe principal, c'est la seule chose que, si vous voulez, à retenir, la chose principale, c'est la manière dont on apprend ces modèles, la manière dont on les entraîne. Voilà, donc c'est aujourd'hui des modèles neuronaux. Hier, c'était des vecteurs, où on a vu d'autres types de représentations mathématiques. Demain, ça sera peut-être autre chose. Dans tous les cas, l'auto-apprentissage, c'est assez simple. Il suffit d'avoir des données brutes, donc typiquement du texte, et on va en cacher certaines parties. Et l'objectif d'entraînement, c'est de retrouver les parties. D'accord? Donc, par exemple, la souris mange la souris mange, et puis on dit que derrière il y a deux mots. Eh bien, le jeu, ça va être de trouver quels sont ces deux mots. Donc la première fois, il va peut-être répondre environnement, philosophie, des trucs qui n'ont rien à voir. Et puis la deuxième fois, il va être un peu meilleur. La troisième fois, il va être encore meilleur, jusqu'à trouver du fromage. D'accord? Donc il va apprendre comme ça. Ça, c'est les modèles à la GPT. Un modèle à la GPT, on cache la fin du texte et il essaye de trouver la fin du texte. Donc vous voyez bien que si vous avez beaucoup de données audio où vous faites ça, beaucoup de données textuelles où vous faites la même chose, eh bien vous allez pouvoir apprendre des modèles grâce à ces données qui sont disponibles, entre autres, sur Internet, qui sont disponibles dans toute la littérature qui a été écrite au fil des siècles, etc., etc. Donc ça, c'est les modèles à la GPT. Si on regarde quand même l'architecture, parce que c'est quand même intéressant, on voit que, globalement, les modèles, ils cherchent à trouver quelle est la suite. D'accord? Ben, ça tombe bien, hein, puisque c'est exactement ce qu'on veut. Ils cherchent à trouver, à partir de ce qu'on a dit au début, quelle va être la suite. Et une des avancées de ces derniers mois, de ces dernières années, c'est que le contexte, c'est-à-dire tout ce qu'on a dit avant, ben, ça peut être de plus en plus grand. Avant, on pouvait dire
quelle est la suite après une centaine de mots, et maintenant, quelle est la suite après au moins 25 000 mots. On y reviendra. Et puis les modèles bidirectionnels à la BERT, qui sont vraiment les modèles qui ont été les plus utilisés ces dernières années, avant qu'on entende parler beaucoup de ces modèles génératifs. Et bien ces modèles-là, ils cachent des parties du texte, mais au milieu. D'accord ? N'importe où, ça peut être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Ils vont cacher une partie du texte et, pareil, ils vont chercher à trouver qu'est-ce qui manque. Donc ici, là, X mange X fromage. Eh ben, il va peut-être proposer philosophie, environnement, Socrate, ce que vous voulez. Et puis petit à petit, il finira par savoir que ben, la X mange X fromage. Eh ben, X, ça peut être fromage. Et à la fin, le deuxième X, ben, ça peut être le, ça peut être du, des mots qui sont tout à fait pertinents. Et on les appelle bidirectionnels, ces modèles, et bien vous voyez bien pourquoi, c'est parce que cette fois-ci, au lieu que le réseau il soit totalement dirigé vers la suite du texte, et bien il est dirigé un peu vers le début, un peu vers le milieu, un peu vers la fin du texte. Voilà, alors... Donc on parle de GPT, on dit que ce sont des modèles causaux, donc sont destinés à générer des textes cohérents à partir d'une amorce, donc ce qu'on appelle le prompt aussi, hein, vous avez peut-être entendu parler de ce terme. Et puis vous avez les modèles bidirectionnels qui sont destinés à construire de bonnes représentations des mots, des phrases ou des documents. Quelle est la différence entre ces deux types de modèles ? Eh bien, une des grosses différences, c'est que les modèles à la BERT, comme BERT ou Roberta, qui est une alternative, c'est des modèles qui sont plutôt petits. Bon, alors plutôt petits, hein, il faut savoir qu'en 2019, quand on les manipulait, hein, c'était très difficile. Maintenant, ça devient un peu plus facile. Mais ils sont quand même tout petits par rapport à GPT-2 qui était déjà un peu plus gros. Et puis GPT-3, là vous voyez, il est extrêmement gros, ça c'est en milliards de paramètres. Là on est à peu près à 340 millions de paramètres, donc c'est des petits poids qui vous permettent, c'est des petits poids qui correspondent à ces flèches. Voilà, donc il y en a 340 millions dans le cas du modèle BERT, et il y en a 173 milliards dans le cas de GPT-3. Donc on verra que ça c'est un des gros problèmes. Puisqu'évidemment, si vous avez beaucoup de paramètres, il va falloir beaucoup de temps de calcul pour les apprendre, et donc ça pose des questions, en particulier du point de vue écologique. Donc ça, c'est les nombres de paramètres, donc des modèles qui sont de plus en plus gros, en sachant qu'il y a un modèle qui s'appelle GPT-4 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. À ce stade, on n'a pas de chiffre officiel sur la taille des modèles, on suppose des choses, mais on ne sait pas exactement. Sur l'article de GPT-3, donc ils ont publié un article sur GPT-3. On a quelques informations sur les temps de calcul, mais là c'est un peu pareil. Hein. Donc là c'est une base exponentielle, donc vous voyez, hein, donc 1, donc ça c'est 10 fois plus de temps de calcul. Là c'est encore 10 fois plus de temps de calcul, donc encore 10 fois plus, et encore 10 fois plus. Et donc vous voyez que les modèles à la BERT, même les plus gros, ils étaient ici, et ceux-là, les GPT-3, il faut à peu près 100 fois plus de temps de calcul, donc 100 fois plus de dépenses d'énergie, etc., etc. Voilà. Ça, c'était la partie un peu technique. Hein. On va arriver à une partie un peu plus sur l'utilisation des GPT. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc, depuis quelques années, il y a un concept qui est important en traitement des langues. Donc c'est le concept de prompt, d'amorçage. Donc un prompt, une formulation, un amorçage, c'est un texte d'entrée qu'on va fournir à un modèle de langage naturel, en particulier donc les modèles causaux. D'accord ? Donc c'est les modèles causaux, c'est les modèles génératifs, donc ils génèrent à partir de ce qu'on sait au début. Donc ils vont permettre d'initier ou de guider la génération du texte du modèle de langue. Donc il s'agit généralement d'une phrase, d'une question qui décrit la tâche que l'on souhaite que le modèle effectue. Donc la description de la tâche, elle peut être tout à fait simple. Ça peut être tout simplement la suite. Donc on n'est même pas obligé de le dire. Hein, donc il était une fois dans un lointain royaume un jeune prince qui, on s'arrête là, et lui il va prolonger la phrase. Il rédigeait un paragraphe de 100 mots sur le thème
la ville de Pau, et lui va rédiger 100 mots sur la ville de Pau. Autre type de prompt, la traduction automatique. On peut très bien lui demander de traduire la phrase suivante en anglais. On lui donne la phrase, il va la traduire, il est censé la traduire en anglais en tout cas. Comment dit-on bonjour en espagnol? Il est censé traduire bonjour en espagnol. On peut lui poser des questions de classification de texte. Ce texte est-il positif? Ce texte est-il négatif? 2 points, et on met la suite. S'agit-il d'un article de presse, d'un communiqué de presse? Ou on peut lui demander de répondre à des questions. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous savez bien que on peut lui poser des questions et il va essayer d'y répondre. Donc par exemple, on peut lui demander quel est le nom de l'inventeur de la théorie de la relativité. On espère qu'il répondra à Albert Einstein. Combien de membres compte le Parlement européen? Et donc, un GPT, ça va juste faire ça. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous l'avez vu, on le voit écrire les mots les uns à la suite des autres. Donc il va écrire il était, il va rajouter une, il va rajouter fois, il va écrire une virgule, il va écrire il, etc., etc. Et les modèles causaux, les modèles à la GPT, à la ChatGPT, ils ne font que ça. Ils font que prolonger ce qui a été écrit avant. Ok? Ils font vraiment que ça. Donc, il est conçu pour prédire le mot suivant à partir d'une séquence de texte donnée. Et j'insiste, c'est tout. Il fait que ça. Tout le reste, tout ce qui paraît génial quand on l'utilise, toutes les réponses pertinentes, eh ben, c'est un effet de bord. C'est pas totalement le hasard, mais en tout cas, il n'a pas été conçu pour réfléchir même à partir de calculs mathématiques. Il va juste donner la suite. Ok? Ça c'est vraiment important. Et voilà, donc ça va vous permettre de donner la suite et d'être exploité dans un certain nombre de tâches. Donc j'ai mis celle-là, mais il y en a évidemment d'autres et on en parlera. De quoi se compose l'entraînement préalable des GPT? Donc je vous l'ai dit, c'est à partir de grandes quantités de texte, mais pas n'importe quoi. Donc les GPT, donc GPT-3, dont GPT-4. Bon, je parle surtout de GPT-3 parce que ChatGPT apparemment est basé sur GPT-3. Donc il comprend 2 objectifs, cet entraînement préalable, 2 types d'apprentissage, 2 types de données. Donc la modélisation du langage, celle qui est auto-supervisée, donc c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Le modèle, il tente de prédire le mot suivant dans une séquence de mots donnés. Donc ça va être la souris mange du X, et donc l'idée pour lui c'est de trouver fromage. Encore une fois, il ne le trouvera évidemment pas les premières fois, il finira par le trouver. Donc ça c'est le premier. C'est donc sur n'importe quel texte, des textes de Flaubert, de Proust, de Hugo, des articles du Monde, de la République des Pyrénées, de tous les journaux que vous pouvez imaginer. Et puis, il est appris aussi, alors ça c'est pas tout à fait clair à quel point c'est fait de manière explicite dans les modèles GPT-3. En tout cas, il y a des tâches du traitement des langues sur lesquelles les chercheurs travaillent depuis des décennies, qui ont été aussi utilisées pour l'apprentissage. Alors c'est quoi ces tâches? C'est les tâches que vous connaissez, que vous avez faites à l'école par exemple, de l'analyse syntaxique. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Donc on leur donne une phrase, le chat mange la souris, et le but du jeu, c'est automatiquement de dire que chat c'est le sujet, mange c'est le verbe, la souris c'est... je ne sais plus ce que c'est, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose, il y a une fonction syntaxique. Vous pouvez faire ça aussi en désambiguisation lexicale, c'est ce que je vous ai mis ici. Désambiguiser la phrase suivante, la souris est poursuivie par le chat. Eh ben, la souris, eh ben, il va pouvoir savoir que c'est l'animal, parce qu'il y a des gens, il y a 20 ans, il y a 10 ans, des linguistes ou des annotateurs, des annotatrices, qui ont annoté ces textes comme ça. Voilà, et pendant nous autres chercheurs, on a travaillé sur cette tâche à essayer d'améliorer la résolution pour que l'ordinateur il soit le plus proche possible des humains pendant X années. Et maintenant, ces tâches, eh bien, on va les donner au modèle de langue pour qu'il utilise ces données, pour qu'il apprenne des choses.
mais qu'il apprenne uniquement en prédisant la suite. C'est-à-dire qu'on va lui dire, texto, on va lui dire désambiguiser la phrase suivante, la souris est poursuivie par le chat, suivi de la phrase la souris / animal est poursuivi par le chat / animal. Et ça, il va l'utiliser réellement pour prédire la fin de la phrase. Exactement comme quand on a utilisé du Proust, il a prédit la fin du texte de Marcel Proust. Et bien là, il va faire exactement la même chose avec cette tâche. Et des tâches comme ça, il y en a des dizaines. D'accord? Donc l'apprentissage de GPT, c'est important de le comprendre. Il y a d'un côté du texte brut qui a juste été écrit par les humains au fil des siècles. Et puis, il y a la résolution de tâches dédiées qui avaient été faites par des chercheurs, des chercheuses, des entreprises. Et on estime que dans GPT-3, il y a de manière directe ou indirecte, au moins une centaine de tâches telles que celle-là. Dans les tâches, il peut aussi y avoir la classification, il peut y avoir la traduction, tout plein de tâches auxquelles vous pouvez penser. Et ça a une conséquence super importante, et c'est pour ça que ça marche, les outils comme ChatGPT, c'est qu'ils apprennent de nouvelles tâches à partir de peu d'exemples. Parce que des tâches, généralement, elles sont proches de certaines autres tâches. Quand vous faites, par exemple, de l'analyse, certaines analyses syntaxiques, c'est de l'analyse, comme j'ai dit tout à l'heure, en sujet, en verbe, en complément. Et puis il y en a d'autres qui sont en dépendance, c'est-à-dire que le verbe, il va dépendre de tel mot, le sujet, il va dépendre de tel autre mot. C'est une tâche qui est très proche de la première. Et donc, à partir de assez peu d'exemples, le GPT, il va être capable de passer de l'une à l'autre. Pareil, si vous faites de l'analyse sémantique, c'est-à-dire que vous avez une phrase qui vous permettra de savoir que tel mot, c'est l'agent, c'est-à-dire celui qui dirige l'action. Tel mot, c'est le patient, c'est celui sur lequel l'action est dirigée. Eh bien, c'est une tâche qui est extrêmement liée au sens des mots. Okay ? Donc, ce sont des tâches qui sont finalement assez proches les unes des autres. Pareil, si vous classifiez en positif ou négatif, eh ben, c'est pareil, ça va être assez proche de l'émotion qui est véhiculée par cette phrase. Une phrase qui est négative, eh ben, sur les gens, elle va véhiculer une émotion, par exemple, de tristesse, évidemment, beaucoup plus facilement qu'une émotion liée à la joie. Et donc, on s'est aperçu, les chercheurs de OpenAI, qui est la société qui fait les GPT, eh bien, elle s'est aperçue d'un phénomène assez intéressant. Donc, un phénomène qu'elle a remarqué sur les gros modèles, c'est-à-dire qu'elle a testé des modèles avec 1,3 milliard de paramètres, avec 13 milliards de paramètres, et puis avec 175 milliards de paramètres, donc grosso modo 10 fois plus à chaque fois. Et donc, avec les modèles qui sont 10 fois plus gros, elle s'est aperçue que si elle montrait aucun exemple de la tâche, donc par exemple de la désambiguisation lexicale, comme j'ai montré tout à l'heure, eh bien, le modèle, il était très mauvais. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu aucun exemple d'une désambiguisation lexicale. On lui a jamais montré que le chat / animal mange la souris / animal. Il n'a jamais vu ça. Eh bien, il va être très mauvais. Il va répondre n'importe quoi, n'importe quel sens. Il va dire que c'est le chat, la discussion. Puisque bon, c'est HAT pour un ordinateur. C'est pareil que chat. Nous, à l'oral, c'est différent, mais à l'écrit, c'est exactement la même chose. Par contre, dès qu'on lui montre une fois un exemple de désambiguisation lexicale, eh ben derrière, il va être plutôt meilleur. Une fois, il va répondre une fois sur 5. Et puis, si on lui montre, une fois, il va carrément montrer 45%. Excusez-moi, 10 puissance 0, c'est 1. Donc, si on lui montre un seul exemple, de suite, il va répondre 45 fois sur 100, bien. Donc, on est passé de 8% à 45%. Et puis, si on arrive à 10, on monte un peu, et puis on continuera à monter. Donc, il suffit de bien peu d'exemples pour réussir à avoir des réponses plutôt bonnes avec un grand modèle de langue, en particulier causal. ChatGPT, qu'est-ce que c'est par rapport à GPT en particulier 3 ? Eh bien, ChatGPT, c'est issu d'un GPT-3 qui a interagi avec des humains
Voilà, on sait qu'il interagit avec des humains, chargé de classifier des réponses du système. Bon, c'est ce qu'on appelle un apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que vous aviez le GPT-3, vous aviez des réponses, voilà, et en exploitant cette propriété d'être meilleur avec assez peu d'exemples, en utilisant des annotateurs, eh ben, ils vont réussir à largement améliorer les réponses d'un GPT-3. Donc ChatGPT, c'est une surcouche de GPT-3 qui utilise de manière intensive des annotateurs. Donc OpenAI, j'en ai pas, donc c'est une société privée américaine. C'est eux qui commercialisent, enfin qui rendent disponible cet outil. Ils ont une certaine culture du secret, ils produisent certains articles scientifiques, mais on manque énormément d'informations, hein, j'en parlerai dans la suite de tout ce qu'on ne sait pas exactement. Il y a des choses qu'on sait, mais par exemple sur les annotateurs, voilà, on n'a pas réellement d'informations, on ne sait pas combien ils sont. On sait juste qu'il y en a qui ont noté. On le sait parce que ils nous ont dit quand même qu'ils se basaient sur le même principe qu'un article, qui était sorti en mars 2022, qui s'appelle InstructGPT. Donc c'est eux qui l'ont publié. Ils ont publié cet article et puis après, 8 mois plus tard, ils ont publié ChatGPT en disant ben, c'est le même principe qu'InstructGPT. Donc on a des informations là-dessus, mais tout un ensemble de choses, on ne les connaît pas. Donc par exemple, on ne sait pas combien de personnes ont interagi avec le GPT-3 qui a été mis à leur disposition. On ne connaît pas leur profil, on ne sait pas si c'est des hommes, on ne sait pas si c'est des femmes, on ne sait pas si c'est des gens d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie. Ben, je vous laisse imaginer que, évidemment, ça conditionne les échanges avec l'outil. Hein. Une personne, elle sera plus ou moins satisfaite de la réponse. Un homme et une femme, ils ne vont pas avoir le même ressenti. Un Américain du Nord avec un Africain, ils ne vont pas avoir le même ressenti. Leur but à eux, apparemment, c'était de classifier les réponses du chatbot. Et on peut imaginer que la classification n'est pas forcément la même suivant l'origine des personnes. Et ça, on n'a pas d'informations là-dessus. La seule information qui est, on a une seule information, hein, c'est un article du Times qui date de janvier. Hein. Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un qui est ici. Hein. C'est assez impressionnant le peu d'informations qui est sorti. Donc, depuis novembre où ChatGPT est sorti, donc ça fait plus de 6 mois. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a eu des Kenyans qui ont été payés $2 de l'heure pour dire si le contenu de réponse de ChatGPT était offensant ou pas, voilà, raciste, etc. Voilà. C'est la seule information qu'on a. Eux, ils ont été payés pour dire ça. Mais tout le reste, on ne le sait pas. Et encore une fois, on ne sait pas combien d'hommes, combien de femmes, de quel pays, etc. Tout ça, à ce jour, on le sait toujours pas. Il n'y a même pas à ma connaissance, il n'y a même pas réellement de rumeurs à ce niveau. Scientifiquement, on ne sait pas non plus combien de prompts avaient été classés avant de sortir ChatGPT. Donc, combien d'échanges il y avait eu entre les annotateurs et ChatGPT avant de sortir en 2022. La seule chose, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il y aurait plus de 100 millions d'inscrits sur ChatGPT, donc 100 millions de personnes qui, aujourd'hui, interagissent avec ChatGPT, et donc, en interagissant avec lui, l'améliorent indirectement. Mais ça aussi, on ne sait pas du tout comment ça se passe, cette amélioration. On sait juste que OpenAI sort régulièrement des versions. Là, on est allé à la 8e, là, qui s'est sortie le 3 mai dernier. Les utilisateurs, les retours des utilisateurs, comment exactement c'est utilisé? Alors, il y a un pouce positif ou un pouce négatif pour dire si on est content de la réponse que nous a apportée ChatGPT ou pas. Donc, si les personnes le font, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font. Moi, personnellement, j'aime pas trop envoyer j'aime
envoyer un minimum d'informations. Donc j'aide pas en disant si j'étais content ou pas. Voilà, ça en tout cas, on peut faire ce retour pour OpenAI. Après, si on demande des précisions, si on change de question, est-ce qu'OpenAI derrière, il récupère aussi cette information pour utiliser ce qu'on a dit pour améliorer le système derrière? Ça, on sait pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'utilisateur qui utilise ChatGPT, les données ne sont pas utilisées directement. On peut supposer qu'il y a de nouveau des labellers qui vérifient les réponses qui ont été apportées par les utilisateurs. Mais encore une fois, on ne peut que supposer, vu qu'on n'a aucune information réelle de la part, enfin c'est un secret industriel de la part d'OpenAI. Bon, par contre, on peut constater clairement que les réponses s'améliorent. Bon, là, je donnais l'exemple de 2 plus 2. C'était assez facile avant de lui faire dire que 2 plus 2, c'était 5. Hein. Ouais, quel est 2 plus 2? Il répondait 4. Non, c'est 5. Et avant, il disait, oui, vous avez raison, c'était 5. Mais maintenant, maintenant, il le fait plus. Il faut vraiment triturer. Là, tout à l'heure, cet après-midi, j'ai réessayé. La seule manière de faire, ouais, c'était pas. Il avait raison. Hein, je lui ai fait changer de base. Dans d'autres bases que la base 10, oui, ça peut être 5. Quoi. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, j'ai pas réussi à lui faire reconnaître que 2 plus 2, c'était 5. Et ça, on le voit sur beaucoup d'exemples. Hein. On voit bien que les gens d'OpenAI, ils lisent la presse. Hein. Et donc, quand il y a des gens un peu connus qui écrivent un article et qui disent j'ai remarqué que ChatGPT il était vraiment pas bon sur tel ou tel point, et ben dans la version suivante ou 2 versions suivantes, et ben il devenait bien meilleur sur telle ou telle tâche. Ils deviennent bien meilleurs sur telle ou telle tâche. Bon, quelques exemples d'applications qui exploitent ChatGPT. Bon, déjà la génération de texte, ça c'est vraiment bien. Je veux dire, ça peut être un outil formidable pour nous aider à rédiger du texte, à avoir. À mon avis, ça devient de plus en plus difficile d'avoir le syndrome de la page de blanche. Voilà, vous êtes plutôt que de caler devant votre page blanche, vous pouvez poser la question à ChatGPT, ça vous donnera quelques idées, exactement comme vous faisiez probablement avec Google. Vous pouvez poser la question à ChatGPT, ça peut bien vous aider. Les applications, donc il y a les moteurs de recherche, donc il y a Bing qui intègre une sorte de ChatGPT. Hein. Écoutez, de toute façon, qui c'est qui utilise Bing? Donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui utilisent le ChatGPT de Bing. Il y a aussi des plugins non officiels pour Google. On peut faire, alors ça c'est pour les informaticiens, la génération automatique de code. Hein. Bon, il y a des outils aussi là, comme Copilot qui sont basés sur GitHub qui permettent de faire ça. Moi j'ai plusieurs doctorants qui s'en sont servis en particulier pour traduire d'un langage informatique dans un autre langage informatique, donc typiquement de Java vers Python en l'occurrence. Voilà, après c'est exactement comme les outils de traduction automatique. Hein. C'est vrai que ça marche pas mal. Des fois ils se trompent, hein, mais ça permet quand même de gagner du temps, de trouver des librairies qu'on connaît pas forcément. Ça peut permettre de faire la génération de texte. Alors typiquement, on peut imaginer des annonces immobilières ou de la génération automatique de contenu. Ça arrive et ça arrivera de plus en plus. La création de lexique, ça je trouve ça super. Moi par exemple, quand je fais des présentations en français, très souvent le vocabulaire il est dans des articles en anglais. Je trouve que ça me facilite largement la vie de pouvoir lui demander à ChatGPT par quel terme on pourrait traduire tel ou tel mot. Et lui, c'est vrai qu'il fait des propositions que je trouve assez intéressantes et il y en a certaines que j'ai reprises là pour traduire des termes en français. Et puis, on peut facilement classer des textes en catégories, donc la positivité, la négativité. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Évidemment, on peut faire des chats. Hein, on peut avoir des surcouches. Donc, à utiliser un outil comme ChatGPT. Voilà, pour répondre à des questions sur un site web. Question, par exemple, qu'un opérateur pourrait poser à ChatGPT.
vérifier la réponse avant de la transmettre à l'utilisateur. Donc ça pose des questions de latence, de vitesse évidemment, mais c'est des possibilités qu'on pourrait avoir dans les entreprises. Alors ça a évidemment quelques limites éthiques, donc tout ça ça serait bien, mais ça a quelques limites éthiques. Donc je vous rappelle que c'est une société privée qui est aux États-Unis, donc sur des serveurs qui sont aux États-Unis. Donc c'est un serveur chez des tiers aux États-Unis, ça pose des questions en particulier au sein de l'Union européenne. Donc ça pose un problème de confidentialité des données. Donc c'est des grosses limites pour certaines applications sensibles. Donc évidemment les secrets industriels, mais ça pose des questions de données personnelles et puis de santé. Hein. Vous allez pas, on va pas copier-coller déjà quand je travaille avec des gens de santé, moi personnellement je les vois jamais les données. Je travaille uniquement sur les modèles. C'est pas pour aller copier-coller la consultation d'un patient et pour l'envoyer à ChatGPT. Évidemment, c'est totalement interdit de faire ça. C'est pareil pour le secteur de la défense. Hein. On espère quand même que les secteurs sensibles de la défense ne copie-collent pas des informations sensibles dans des outils comme ChatGPT. Mais c'est toujours bien de le rappeler pour des entreprises qui seraient tentées de faire ça. Hein. Voilà, c'est un tiers, ça part aux États-Unis. En plus, aux États-Unis, il y a la loi américaine sur la surveillance qui peuvent autoriser les autorités à accéder aux données personnelles des utilisateurs sans leur consentement et sans autorisation judiciaire préalable et même sans que la personne elle le sache du tout, hein, que les données ont été accédées par les autorités américaines. Et c'est important quand même de rappeler que de manière générale, c'est contraire au RGPD. On n'a pas le droit, tout citoyen de l'Union européenne, donc tout citoyen de l'Union européenne, même s'il se trouve aux États-Unis, il est censé respecter les RGPD et donc pas faire n'importe quoi avec les datas. Des questions, alors ça c'est des questions un peu ouvertes, questions de plagiat. Je remarquais tout à l'heure que on se pose la question du plagiat. Il cite généralement pas ses sources. Des fois on le force un peu à citer des sources, des fois il les invente, mais complètement. C'est pour ça que c'est bien quand on lui pose une question d'aller vérifier sur Google. On peut partir du principe quand même que les réponses de Google elles sont plus assises, elles sont plus pertinentes que ChatGPT. En tout cas, c'est plus facile de les vérifier. Hein. On peut au moins cliquer sur le lien et puis regarder quel est le site qui donne cette source. Bon, voilà, quoi. C'est des choses assez classiques. Et ChatGPT, par construction, donc, il n'est pas capable de construire ses sources, de donner ses sources. Lui, il ne le sait pas qu'il est en train de lire un livre de Marcel Proust, il ne le sait pas qu'il est en train de lire du Flaubert, il ne le sait pas qu'il est en train de lire un brevet ou je ne sais quoi, ou une conversation qui a été mise sur Reddit. En tout cas, il stocke pas cette information. Et donc, il n'est pas capable de dire d'où il a sorti ça. De toute façon, il a sans doute sorti de dizaines voilà, parce que statistiquement, il a sorti probablement de dizaines de sources différentes. Laquelle était la plus importante, il ne le sait sans doute pas. Laquelle était vraiment lointaine, il le sait sans doute pas. Donc à ce stade, voilà, il ne peut pas citer, et donc ça peut éventuellement poser des questions de plagiat. Donc ce que je notais tout à l'heure, hein, parce que j'ai commencé à faire une incise et que je n'ai pas terminé, ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'était que depuis 6 mois, autant on a vu des artistes qui reconnaissaient dans des IA génératives d'images leurs touches, des parties qu'ils avaient pu créer eux-mêmes. Là, j'ai pas d'exemple d'auteur qui dirait ah ben non, mais ça c'est un paragraphe que j'ai écrit moi-même. Voici mon livre qui a été publié en 99. Ça va pas. Ça, on n'a pas d'exemple comme ça. Voilà. Donc à ce stade, on peut pas. Voilà, on peut pas dire enfin, on peut toujours se poser la question, mais on n'a pas d'exemple concret de plagiat. En tout cas, peut-être de plagiat d'idées. Voilà, mais ça, jusqu'à quel point on peut plagier des idées, c'est pas forcément facile. Un problème qui me paraît très important d'utilisation de ce genre d'outils, c'est ce qui est bien, c'est qu'il répond selon un consensus scientifique. Enfin, moi, je trouve ça bien. Hein. Je sais qu'Elon Musk, ça le choque. Il trouve pas ça normal. Il trouve pas ça normal que ChatGPT, si on lui dit le réchauffement climatique, ça marche pas, ça n'existe pas, c'est une idée. Alors qu'il y a 99,99% de la communauté scientifique qui dit qu'il y a un réchauffement climatique et qu'il est causé par l'action de l'être humain.
Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez à ChatGPT, il va continuer à rester là-dessus et à l'expliquer scientifiquement à base d'exemples du rapport du GIEC, etc. Pareil pour Trump contre Biden, vous pouvez lui insister en lui disant que Trump il a gagné et que Biden il a triché. Il va vous dire que les journalistes ont toujours montré que c'était faux, que les juridictions américaines, elles ont toutes, à tous les niveaux, elles ont montré que Biden avait gagné l'élection américaine. Donc il ne va pas se laisser démonter. Pareil pour les vaccins Covid. Mais en vrai, on ne sait pas du tout comment c'est fait ça. Qui a choisi que ça se passe comme ça? Donc moi je trouve ça cool, hein, je trouve ça bien, hein, que ça soit comme ça en tant que scientifique. Mais là où c'est problématique, c'est qu'on ne sait pas du tout qui réellement établit ce choix qui a été fait de suivre les scientifiques. Qu'est-ce qui se passerait d'ailleurs s'il y avait des milliers de bots, comme on a déjà vu dans d'autres systèmes, qui arrivaient et qui disaient Trump a gagné, Trump a gagné, Trump a gagné, Trump a gagné. À quel point ChatGPT il est fiable pour rester sur son idée que c'est pas vrai, qu'il y a des autorités qui ont quand même plus de poids que des milliers de personnes pour dire qu'il aurait gagné l'élection américaine. À quel point ça ferait changer les réponses, ça on ne sait pas. On ne sait pas sur le modèle, sur ce modèle d'OpenAI, mais on ne sait pas sur les modèles qui sortiront demain. Et puis quelle est la question des sujets sans consensus scientifique? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de consensus scientifique? Qui c'est qui choisit qui sont les labelers qui choisissent quelle est la réponse? Est-ce que c'est uniquement les labelers? Est-ce qu'il y a un comité qui se réunit pour dire les labelers, à cette question-là, il faut répondre ça? Qui c'est qui fait ça? Quelle est, en d'autres termes, quelle est la ligne éditoriale? D'accord? Quand vous publiez un journal, Le Figaro, on connaît à peu près sa ligne éditoriale. Valeurs Actuelles, on connaît à peu près sa ligne éditoriale. Valeurs Actuelles, on connaît à peu près sa ligne éditoriale. Voilà. Qui c'est qui fait ça à OpenAI? Ça, on ne sait pas du tout. Bon, il y a des garde-fous qui commencent à émerger, comme par exemple la loi européenne sur l'IA. Je suis pas encore d'avis tranché là-dessus. Hein. Voilà, on verra bien ce qui en sort, ce qui se passera. On parle de certification de chacune des intelligences artificielles. Voilà, où s'arrête une intelligence artificielle. Il y a des gens qui se demandent si quelque chose comme Parcoursup c'est une intelligence artificielle. Est-ce que tout programme informatique est une intelligence artificielle? Je ne sais pas jusqu'où ils iront. Je ne sais pas s'ils se posent ce genre de questions. On verra bien. Bon, en tout cas, l'Union européenne s'est quand même aperçue qu'il pouvait quand même avoir un souci et c'est sans doute très, très positif. Et nous, chercheurs, donc je vous l'ai dit, moi je suis au laboratoire d'informatique de Grenoble, quel est notre rôle là-dedans, hein, quel est notre rôle pour utiliser ces systèmes? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut les comprendre? On va faire de la réintro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on va réellement essayer de travailler sur ces modèles, donc ceux d'OpenAI et d'autres, hein, je vais les montrer, et on va chercher à les reproduire. C'est là-dessus que je vais conclure. La question qui va se poser, c'est à quel point on peut reproduire ce genre de modèle qui demande tant de ressources. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est l'étude des modèles existants. Donc l'intérêt scientifique de la sortie de ChatGPT, hein, c'est que ça a boosté la recherche sur le domaine. Et alors qu'avant, au début 2023, il n'y avait aucun modèle alternatif. Il y a quand même pas mal de travaux qui ont été faits. Il y a beaucoup de travaux actuellement de sites qui répertorient les différents modèles. Donc là, j'ai en particulier sorti ce GitHub. Là, on est en train de l'étudier avec des étudiants. C'est surtout eux qui étudient chacun des modèles. Et puis voilà, donc on a un certain nombre d'informations. Donc voilà, ChatGPT, non seulement les modèles sont pas ouverts, c'est-à-dire le code informatique est pas ouvert, mais les données sont pas ouvertes non plus. On ne sait pas réellement sur quoi c'est appris. Enfin, on a quelques informations. Hein. La langue, c'est multilingue. Hein. Ça, j'ai sous-entendu. Il y a d'autres modèles qui sortent. Donc un modèle chinois. Lui, il est purement chinois. C'est pareil. Hein, on peut la même question que tout à l'heure. Hein, quelle est sa ligne éditoriale? Qu'est-ce qui répond aux questions? Cela, vous imaginez bien que c'est pas moi qui peux
savoir ce qu'il a sous le capot. Hein. J'ai besoin de quelqu'un qui parle le chinois pour comprendre ce qu'il en est. Et puis il y a d'autres alternatives qui, vous voyez, sont soit open source pour les modèles. Et puis voilà, il y en a certaines qui ont les données, on les connaît pas. Par contre, voilà, on a le modèle comme celui-ci là, donc qui est en anglais et en chinois. Et puis après, donc vous avez un certain nombre de modèles. Donc un qui est basé sur BloomZ, qui est une initiative open source qui avait été faite l'année dernière par une entreprise franco-américaine et un certain nombre de chercheurs. Donc c'est un gros modèle qui a été créé. Voilà, et puis ils ont sorti un chat GPT basé là-dessus. Voilà, mais vous voyez bien hein, la date de publication, 8 avril. Hein, on est actuellement dans les laboratoires de recherche, dont le mien, en train d'essayer ces modèles, de voir réellement ce qu'ils ont sous le capot. Et évidemment, c'est fondamental de comprendre comment ces modèles ils peuvent être utilisés, parce que une entreprise qui aurait besoin, un hôpital qui aurait besoin d'analyser des données, une entreprise qui gère des données confidentielles, une entreprise qui gère ces données de manière générale, elle ne va pas les envoyer aux États-Unis, elle ne va pas les confier à un tiers. Il faut qu'elle ait en grande partie la main sur ces données. Enfin, quand je dis en grande partie, éventuellement, ça peut tourner sur un serveur distant. Mais en tout cas, il faut que les données elles soient garanties et qu'elles ne puissent pas sortir de ce serveur distant. Et donc, c'est pour ça que ces modèles-là, ceux qui existent, c'est important de les connaître, de les comprendre, pour pouvoir donc les proposer à nos partenaires privés éventuellement. Et l'autre moyen de faire, c'est évidemment de créer nous-mêmes nos modèles. Donc je finirai là-dessus. Paul en parlait tout à l'heure. Hein, moi, je coordonne le projet qui s'appelle pour l'instant encore le projet Flaubert. Il changera sans doute de nom bientôt. Le projet Flaubert et Flux, qu'est-ce que c'est? Donc Flaubert, ce sont donc des modèles de langue bidirectionnels pour le français, donc des modèles à la Berthe. Donc ce sont des modèles qui ne cherchent pas uniquement à prédire la suite d'un texte, mais qui vont extraire des caractéristiques et vont permettre de classifier, de trouver quels sont de reconnaître donc le sujet, le verbe, le complément, de faire de l'analyse sémantique, de faire tout un ensemble de tâches, mais de les faire avec des modèles qui sont conçus spécifiquement pour cette tâche. D'accord ? Contrairement donc aux modèles causaux qui, eux, vont faire tout un ensemble de tâches. Je l'ai à peine évoqué, mais moins bien que les modèles bidirectionnels en règle générale, sauf sur des tâches où il faut rédiger. Voilà, donc c'est ça la différence donc entre les modèles à la Berthe et les modèles causaux à la GPT. Et donc nous on fait aujourd'hui ces deux types de modèles. On essaye de se concentrer sur une seule langue parce qu'on n'a évidemment pas les moyens en ressources qu'ont des acteurs comme OpenAI. Nous, on s'est dit, on va essayer de se concentrer sur une seule langue, la nôtre. Ça aura en plus un bénéfice pour un certain nombre d'entreprises, ça en aura un bénéfice pour un certain nombre de chercheurs, en informatique bien sûr, mais aussi en sciences humaines, qui étudient essentiellement des textes français. Ça aura du bénéfice pour traiter tout plein de données de santé médicale en français qu'on peut avoir dans notre pays, ou en Suisse et en Belgique. On travaille avec ces pays-là également. Donc on a créé ces modèles de langue, les premiers en 2020. Et puis, aussi ce qui nous intéresse, c'est de créer des référentiels d'évaluation pour ces modèles. Donc des référentiels d'évaluation dédiés aux Français. Donc, qui vont nous permettre donc d'analyser sur un certain nombre de tâches diverses et variées les modèles, afin, entre autres, que ce soit plus facile de dire, si tu dois faire de la classification médicale, utilise ce modèle. Si tu dois faire du résumé automatique sur des données de défense, utilise plutôt ce modèle. Et donc c'est sur ce projet qu'on travaille depuis 3 ans.
Bon, donc on a eu pas mal de financement, en particulier en heures de calcul, c'est vraiment le truc le plus important. Ces modèles, ils demandent beaucoup d'heures de calcul, donc même si on ne fabrique pas des modèles à la ChatGPT ou à la GPT-3 qui ont des milliards de paramètres, il nous faut quand même des heures et des heures de calcul. Et pour ça, en France, on a la chance d'avoir les grilles de calcul du CNRS qui ont des milliers de GPU, donc c'est-à-dire des possibilités d'apprendre de manière assez intensive. Donc on a à Orsay, il y a Jean Zé depuis quelques années, c'est là-dessus qu'on avait fait tourner nos premiers modèles. Et puis depuis le début de l'année, là il y a Adastra également à Montpellier. Voilà, les personnes impliquées à l'heure actuelle sur ce projet. Alors on est inclusif, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés par participer à tester les nouveaux modèles qui sont pour l'instant privés et qui demain seront publics, mais pour les tester en avant-première, pour venir avec de nouvelles tâches sur lesquelles on peut les tester, les modèles, on peut les appliquer. Là, on est un peu plus d'une cinquantaine à l'heure actuelle. Donc, donc il y a pas mal de monde évidemment dans mon laboratoire, d'équipes de recherche d'informations, de traitement des langues, d'apprentissage automatique. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs du traitement des langues, donc en France, en Suisse ou en Belgique, quelques entreprises privées. Et donc on se retrouve actuellement à une cinquantaine de personnes à travailler sur ce projet spécifiquement. Et l'idée, hein, c'est de faire la synergie avec d'autres projets que les partenaires ils ont ou que nous on a avec nos partenaires, hein, donc que ça soit dans le cadre de thèses CIFRE, c'est-à-dire de thèses avec des entreprises, des projets de gré à gré, hein, donc pour financer des ingénieurs de recherche pour travailler sur telle ou telle thématique, avec des postdoctorants également. Donc voilà, c'est sur des tâches spécifiques à des entreprises. Donc je l'ai dit, trajectoire de patient, acceptabilité de telle ou telle technologie, voilà, extraction d'informations à l'intérieur de mails. Tout ça, ce sont des tâches sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on applique directement nos nouveaux modèles. Donc quels sont ces modèles? Donc les premiers modèles, je l'avais dit, c'était des modèles bidirectionnels, hein, qui sont mis à disposition gratuitement, hein, que tout le monde peut utiliser très facilement sur des sites dédiés, typiquement Hugging Face. Il y a des dizaines de tutoriaux sur Internet pour utiliser ça. Hein. Encore vous faudra-t-il la ressource matérielle suivant le modèle que vous choisissez, mais il y a des modèles qui sont plus ou moins gros. C'est des modèles qui marchent bien, hein, puisqu'il y a quand même jusqu'à 1 million d'accès par mois sur Hugging Face. Scientifiquement, ils sont beaucoup cités. Hein, c'est de loin mon article le plus cité. Hein. Et puis voilà, donc ça nous a permis de faire des activités de médiation dans un certain nombre de journaux. Et les nouveaux modèles pour le français, donc j'esquisse depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas vous les présenter en exclusivité, mais en tout cas, les questions de recherche qu'on se pose, c'est les questions de recherche des questions que vous avez vues en filigrane tout au long de cette présentation. Hein. C'est dans quelle mesure ces fameux modèles causaux, donc ce que j'ai dit, c'est que au jour d'aujourd'hui, sur tout plein de tâches, ils ont l'air un peu moins bons que les modèles bidirectionnels à la BERT. Mais jusqu'à quel point ça va être vrai, ça? Moi, j'aime à penser que jamais un modèle qui est juste là pour dire la suite de la phrase que je suis en train de prononcer, il va être très fort pour désambiguiser, pour classifier, etc. J'aime à penser qu'il n'arrive jamais à être aussi bon. Peut-être que je me trompe. Hein. C'est tout à fait possible. Une question importante, tout à l'heure je l'évoquais, dans ces modèles, computationnellement, c'est des modèles qui demandent beaucoup de ressources, et en particulier le contexte exploitable, c'est-à-dire le nombre de mots que vous pouviez exploiter à la fois, il a l'air d'augmenter de plus en plus. Comment on peut faire pour augmenter ce contexte sans que la taille des modèles elle augmente de trop? Je rappelle qu'à chaque fois que la taille augmente, ça demande plus de ressources, donc ça gaspille beaucoup plus d'énergie.
Donc c'est pas une question négligeable. Les questions qu'on se pose, c'est aussi comment transférer des connaissances d'un domaine à un autre. Donc par exemple, j'ai des textes, j'ai besoin d'analyser des données cliniques de patients. À quel point je peux utiliser des données de la littérature scientifique biomédicale. J'ai des textes généraux. Comment est-ce que je peux passer à des textes du secteur de la défense, de la politique, ou ce que vous voulez. Un autre enjeu, j'en ai pas parlé, je suis resté au niveau textuel, mais il y a les enjeux entre l'audio, par exemple, l'image et le texte. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de l'analyse d'une modalité, audio par exemple, pour améliorer de l'analyse sur des textes. Ça, c'est des enjeux importants. Et puis, surtout, c'est quand même le problème actuel, hein, à quel point tout ça, ça peut être parcimonieux, donc c'est-à-dire à quel point ça peut être fait à partir de peu d'exemples. Hein. Encore une fois, si vous montrez 1 million d'exemples, ça va vous coûter beaucoup plus cher en ressources, non seulement à fabriquer en annotation, ça à la limite, mais en énergie et en CO2 gaspillé. Et puis un dernier point, l'impact des données d'apprentissage sur la présence des biais sociétaux. Donc ça, c'est vraiment très important. Dans les textes, on sait qu'on va retrouver des textes qui sont volontairement ou parce que ça présente un personnage qui vont être racistes, qui vont être misogynes, parce que c'est sûr que quand on étudie des textes du XIXe siècle, on ne parle pas des femmes de la même manière que ce qu'on peut en parler au XXIe siècle. À quel point on peut analyser ces biais, à quel point on peut les gommer selon pour certaines applications. Pour d'autres applications, par exemple sur les sociales, donc des SHS, au contraire, ça sera important de pouvoir regarder ces biais, de pouvoir réellement savoir comment on parle des femmes dans les années 60, des personnes racisées dans les années 60 versus aujourd'hui. Donc si on crée des modèles comme ça, au contraire, il ne faudra pas gommer ces biais. Évidemment, dans ce cas-là, à quel point on diffuse les modèles? Vous voyez, ça pose des questions éthiques, hein, parce qu'on n'a pas forcément envie de produire, disons, un modèle qui serait plus raciste qu'un autre. On n'a pas forcément envie que tout un chacun puisse le prendre, l'exploiter volontairement ou involontairement. Imaginons une société totalement de bonne foi qui veut faire un chatbot médical, mais qui récupère un de notre modèle qui est très misogyne et qui fait des commentaires très particuliers vis-à-vis des patientes. Ça pose évidemment des questions éthiques certaines, voire probablement légales. J'ai pas forcément non plus envie qu'un modèle qui soit connu pour comporter des biais racistes, il soit utilisé par certains groupuscules d'extrême droite. Voilà, donc ça c'est la question des biais, et ça c'est un sujet important. Hein. Comment les mesurer, comment les corriger, et éventuellement les neutraliser, en tout cas pour les modèles que l'on veut diffuser au grand public. Ben voilà, j'ai terminé. Je peux répondre à vos questions. Je sais pas été trop long, trop court. Merci Didier, je crois que c'était passionnant. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Oui, bonsoir. Il y a une société française là qui vient de faire une levée de fonds de près de 100 millions d'euros là, avec 3 experts de l'IA qui viennent de chez Google ou Facebook.
et qui a priori devrait bosser sur ce type de modèle. Vous avez des infos sur ce type de technologie, notamment pour le langage, vous avez des infos sur ouais, alors je connais bien Mistral AI parce que je le connais depuis 2 heures. Donc j'en ai entendu parler il y a 2 heures pour la première fois. Donc non, je connais pas. Je vais me renseigner. Alors de ce qu'on disait rapidement là autour d'une table, ça avait l'air d'être le même genre de système qu'OpenAI. Donc à voir quoi. Mais si effectivement c'est une société qui est fermée, on ne connaît pas les données, on ne sait pas comment l'interaction avec les humains est gérée, ça posera toujours les mêmes questions de biais. Ça posera toujours la question de on envoie ça à un tiers. Certes, ça sera dans l'Union européenne, donc ça. Mais bon, ça pose toujours tout plein de questions. Mais je vais regarder, je vais essayer de voir un peu mieux. Ben voilà, dans les articles qu'on lisait là, tout à l'heure, c'était des articles donc visiblement un projet secret. Ouais, on avait quand même très peu d'informations. Voilà, on savait pas exactement ce que c'est, mais moi j'ai pas du tout entendu parler. Voilà, en tout cas, je serais ravi s'il y a une société qui me donne 10 fois moins. On fera plein de choses formidables. Même 100 fois moins, hein. Je veux dire, s'il y a plein de sociétés qui me donnent 100 fois moins, qui nous donnent 100 fois moins, eh bien, on fera des super modèles qu'on partagera avec tout le monde. Donc, ma question porte sur l'impact environnemental. Comment se rendre compte de la consommation d'énergie, de carbone, enfin, tout ce qu'il faut pas faire? Alors Paul et toute l'équipe, là, je pense qu'ils seraient bien meilleurs que moi pour répondre. Hein. Alors on a alors ce qui est intéressant, c'est que la communauté, en tout cas du traitement des langues, elle s'est posé cette question déjà depuis quelques années, et que par exemple dans la littérature scientifique, on est tout le temps obligé de se poser un certain nombre de questions. Maintenant, c'est des questions qui sont obligatoires. Toutes les questions sur les biais, toutes les questions sur l'environnement, ce sont des questions où on doit analyser l'impact environnemental de nos outils. Mais nous qui publions des articles scientifiques, OpenAI, ils en publient quelques-uns. Je ne sais même pas s'ils ont publié des articles, en tout cas je pense que l'article sur GPT-3 c'était avant qu'il y ait cette politique. Je ne suis même pas sûr que l'article ait réellement été publié dans une conférence, et donc on n'a pas exactement, on a juste des informations. Voilà, on suppose qu'il y aurait, on dit par exemple que ça coûte en CO2 une question adressée à ChatGPT, ça coûterait 10 fois plus qu'une requête Google. Mais je ne sais pas d'où vient cette information exactement, qui l'a calculée, comment elle est faite. De toute façon, tant qu'il n'y a personne qui peut brancher un compteur de courant sur l'entrée des GPU d'OpenAI, sans doute qu'il n'y en a pas qu'un seul d'ailleurs, enfin il n'y en a pas qu'un seul data center, eh bien, on ne pourra pas savoir exactement combien ça coûte. Voilà, donc nous on sait dans les modèles qu'on fait, on essaye d'être parcimonieux, on essaye de trouver des alternatives. Donc c'est basé sur une architecture qui s'appelle des architectures transformers, qui sont gourmandes en énergie. Il y a des astuces maintenant et mathématiques pour avoir des approximations, pour faire en sorte que ça soit moins lourd à calculer. Il y a des techniques qui utilisent des transformés de Fourier à la place de couches transformers, enfin en intercalant ça avec des couches transformers. Voilà, nous sur nos modèles, voilà, on peut faire de ce type d'analyse, mais eux, ils font pas ça. L'autre impact indirect, c'est les pertes d'OpenAI l'année dernière, quoi. On sait qu'ils ont perdu énormément d'argent, donc ça veut dire que ça leur coûte extrêmement cher. C'est cher les GPU, mais c'est sans doute plus en énergie qu'ils ont perdu cet argent, quoi. Mais ça reste très indirect. À quel point ils se posent des questions et ça leur pose des soucis le réchauffement climatique, ça j'ai aucune certitude à ce sujet. Puisqu'on parle d'impact environnemental, il y a plusieurs portées. Il y a d'une part l'énergie qui est utilisée, l'électricité, pour que l'algorithme tourne. Ensuite, l'énergie utilisée pour construire toutes les infrastructures qui permettent à tout le système d'exister, ainsi que les terminaux d'utilisateurs. Et il y a ensuite les effets rebonds qui sont générés par de nouveaux usages et les transformations qu'ils ont dans la société.
Les premiers étant relativement faciles à mesurer précisément, mais finalement, leur impact est relativement faible par rapport aux dernières portées que je viens d'ajouter, qui est beaucoup plus considérable et beaucoup plus difficile à mesurer. Et dans les effets rebonds, il y a le prof de Grenoble qui vient en avion depuis Lyon. Mais qui va essayer de compenser ce gaspillage de CO2 d'une manière ou d'une autre. Bonjour, j'avais une question. Donc, je voulais savoir si c'était possible pour une entreprise de prendre peut-être un modèle pré-entraîné et de l'utiliser dans son cas, en fait, dans son métier, avec peut-être une utilisation limitée en termes d'utilisateurs, pour éviter justement d'avoir des milliers de CPU à... Ouais. Et en fait, oui, c'est exactement le cas. Alors, si je remonte là-dedans, là où j'ai peut-être pas été très très clair, c'est que les grands modèles de langue, ils se situent ici, c'est-à-dire sur la partie gauche de la chaîne de traitement, d'accord? Mais ici, donc, on a fabriqué par autosupervision, donc comme je disais tout à l'heure comme ça, là, on a fabriqué des modèles. Et on va les mettre à disposition des gens. Voilà. Donc, nous, avec Flaubert, avec les modèles causaux demain, les gens qui ont fait Bloom, pas les gens d'OpenAI pour le coup, on met à disposition des gens nos modèles. Ils peuvent les télécharger. C'est de ça dont je parlais tout à l'heure, 1 million certains mois. Donc, ils sont téléchargés et peuvent après les appliquer à leurs différentes tâches. Voilà. Donc là, la traduction automatique, moi par exemple je fais ça avec des gens de chez Facebook, chez Meta. Les applications médicales, le CHU de Grenoble, le SOS Médecins. Voilà, après derrière, il y a tout plein d'entreprises qui le font dans la recherche de brevets, de l'acceptabilité d'une technologie, de l'extraction d'informations à l'intérieur des mails. À chaque fois, ils repartent de ces modèles préentraînés, Flaubert par exemple, et puis ils les utiliseront dans leurs tâches particulières. Donc c'est en ça qu'on peut considérer qu'il y a un impact environnemental un peu moins important, c'est que aujourd'hui, souvent, on partage des modèles. Il y a quand même tout plein de modèles qui sont créés et qui restent privés. Parce que c'est nécessaire. Je veux dire, les données médicales, vous n'allez pas vous amuser à partager vous n'avez pas envie que le modèle de langue causale, il recrache la visite chez le docteur. Enfin, moi, en tout cas, Didier Schwab, j'ai pas envie qu'il recrache la dernière visite médicale que j'ai faite, même si j'allais très bien. Vous imaginez que c'est pas possible de faire ça. Donc, c'est quand même important que certains modèles restent privés. Mais pour les modèles génériques, pour peu qu'on contrôle encore une fois les biais, c'est très bien de les partager parce que les autres peuvent les exploiter dans leur application. Et nous, en pratique, quand on bosse avec des entreprises, voilà, ça va être vraiment de définir avec eux quelle est leur tâche, quelles sont les données qu'ils ont pour fabriquer, à partir des modèles préentraînés, des nouveaux modèles, pour faire de la classification de sites web, pour faire de la traduction, voilà. Voilà. Bon, si vous avez un projet particulier, voilà, vous pouvez chercher, en particulier maintenant sur Hugging Face, il y a beaucoup de modèles aussi qui sont stockés, où les gens, ils ont créé des modèles pas mauvais pour faire de la reconnaissance d'entités nommées, bon, qui vont marcher surtout sur un certain domaine, mais au moins on peut partir de là, quoi. Oui, bonjour. Je souhaitais savoir si vous aviez, je souhaitais savoir si vous avez entendu parler du nouvel effet de bord qu'avaient les IA, et c'était l'hallucination, je crois, qu'elles s'auto-forçaient à croire des choses fausses. C'est un nouvel effet de bord qu'on a vu chez ChatGPT dans la dernière version. Ouais. Alors il faut faire, déjà au niveau vocabulaire, il faut faire attention à trop anthropomorpholiser ces IA, enfin, ces systèmes. Ces systèmes, ils croient rien. Voilà, et encore une fois, il est vraiment conçu pour essayer de fournir une réponse.
Donc c'est ça l'hallucination, c'est que il va se forcer. Et des fois, il n'a pas vraiment vu d'informations tangentes, pertinentes sur le sujet. Et donc il va essayer de broder. Des fois il tombe, c'est magnifique, ça frise le génie. J'ai posé la question, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il réponde à la question de manière aussi pertinente sur un sujet que je connaissais, ou alors il a vraiment vu ça d'une manière totalement différente. Et puis sinon, il va y aller au bluff, quoi. L'étudiant que j'interroge à l'oral et qui croit me bluffer alors que je connais le sujet et qui va inventer n'importe quoi. Donc voilà, donc le terme technique, effectivement, c'est halluciner. En vrai, ça existe depuis très longtemps, hein. On sait qu'ils hallucinent. On avait constaté ça en traduction automatique où ça s'est amélioré maintenant, où la traduction, c'était au début ça va, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il parle d'un truc qui n'a rien à voir dans la traduction. Voilà, c'est parce qu'il y a été, il n'avait pas d'informations assez pertinentes, il n'y avait pas un faisceau d'informations qui le contraignait à aller à un certain endroit. Eh ben, il va à un endroit, et c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Il va ailleurs, et ça n'a. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention en utilisant ces outils. Hein. C'est important de ne pas copier-coller la réponse. Hein. Il faut vraiment voir ça comme un coworker, quoi, un assistant qui potentiellement va vous dire n'importe quoi, exactement comme votre correcteur orthographique. Je ne sais plus s'il le fait, mais pendant très longtemps dans le Microsoft, si vous avez été à 1577 avenue de Morin, eh ben, il va vous essayer de vous mettre un S à avenue, alors que non. Voilà, mais c'est pareil, il faut utiliser la correction automatique de manière pas la traduction automatique, la génération de texte de manière raisonnée, en vérifiant en particulier en faisant des recherches sur Internet si les choses existent. C'est pareil quand il invente des sources, hein, c'est de l'hallucination, hein, clairement. Quand on lui dit donne-moi les sources là-dessus, des fois il va bien tomber sur un article qui existe réellement, une source qui existe réellement. Et sinon, il va inventer le titre, il va inventer l'auteur, il va inventer la librairie informatique, enfin de logiciels de programmation. Il va même inventer des URL qui, en clic, ils ne fonctionnent pas du tout. Voilà, il hallucine, effectivement. Juste pour apporter une petite réponse supplémentaire là, sur l'impact environnemental et un ordre de grandeur, il y a un papier assez connu là, de 2021 qui dit que sur l'entraînement d'un GPT-3, du coup, l'entraînement d'un GPT-3 correspond en carbone, en émission carbone, à la durée de vie de 6 voitures. Voilà, donc ça donne une idée. Ça peut vous paraître beaucoup, pas beaucoup, mais voilà, ça fait 6 voitures. Si c'est entraîné qu'une fois, du coup, c'est pas non plus énorme. Ah ouais, alors non, alors ça c'est naïf, parce que, enfin c'est naïf. En fait, c'est assez difficile de fabriquer ces modèles. Généralement, on rapporte dans les... et c'est important, ça fait partie des choses qui sont importantes, c'est les expériences loupées. Parce que ça arrive souvent et qu'on se loupe. Toute personne qui a fait déjà un programme informatique, ça bug. Et alors là, ceux-là, ils sont très complexes. Donc on va lancer une première expérience. Et puis on a oublié quelque chose, je sais pas, on a oublié de faire la sortie du modèle, et puis du coup on l'a fait pour rien. On a mis un mauvais chemin, et bien tout ça on l'a fait pour rien. Donc il y a tout plein de faux départs avant d'avoir réellement le modèle, ce qui fait que sans doute que ils ont dû prendre cette courbe ici là, c'est-à-dire la courbe où dans l'article ils annoncent le nombre de pétaflops par jour. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin, en tout cas, le nombre de calculs qu'il a fallu faire. Donc là, on est quand même aux alentours, on doit être dans les 6 ou 7 000. Et puis ils ont dû convertir ça en nombre de voitures. Ils ont été un peu plus honnêtes. Ça ne tient pas compte du tout de toutes les erreurs qu'ils ont faites dans leur apprentissage. Il y a la partie, alors c'est mentionné comme ça, NAS, donc Architectural Search, donc recherche de paramètres quand même dedans. Ouais, mais qui voudrait dire que ça a tourné plusieurs fois, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, la partie recherche de paramètres, c'est pareil. Ce qui n'est pas forcément clair, c'est est-ce qu'ils ont réussi, est-ce qu'ils ont
entasser les couches pour trouver le nombre de couches le plus pertinent. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas, évidemment pas claires dans ces articles, parce que même nous, en recherche académique, on essaye d'être le plus exhaustif possible. Après, quand on relit les articles des mois plus tard, on s'aperçoit qu'on a toujours oublié des détails et que c'est très 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 difficile de reproduire les expériences. Donc, Sinon, eux qui veulent pas communiquer, j'imagine qu'ils cachent tellement de choses. Sinon, j'avais une petite question sur l'éthique et l'impact de ces technologies. On parle souvent, en tant que chercheur, quand on parle d'éthique et de ces modèles, des biais, etc. Mais est-ce qu'il y a des chercheurs, peut-être en sciences humaines, qui vont un peu plus loin sur l'impact que ça peut avoir sur tout simplement notre cerveau, puisque de plus en plus on est dépendant de ces technologies, on va lui demander de nous créer des choses, et donc finalement ça va restreindre nos capacités de création. On parlait tout à l'heure de brainstorming, où il y a des gens maintenant qui ils se sont rendus compte que le chat GPT était vraiment bien meilleur en génération d'idées que les humains, donc proposer déjà des idées de chat GPT en début de brainstorming, au lieu de laisser les gens créer leurs propres idées. Ouais, ben ça c'est une question importante. Donc il y a deux points de vue, hein, ceux qui pensent que les capacités cognitives elles vont s'atrophier et qu'on va devenir de plus en plus idiot avec ce genre d'outils. Alors c'est vrai qu'à une époque, la réponse classique, hein, c'est la calculatrice, c'est Wikipédia. C'est-à-dire que certes, on ne sait pas calculer comme savaient calculer certains de nos grands-parents qui avaient pu être ingénieurs. Parce qu'aujourd'hui, on a notre ordinateur, on a notre calculatrice. Moi, je ne saurais pas aller lire une de ces grilles là pour savoir quel est le sinus de telle ou telle valeur. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait plus du tout quoi, de nos jours. Alors, est-ce que réellement ça affaiblit notre capacité de raisonnement? Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir l'inverse, c'est-à-dire que avoir le potentiel que ça peut nous faire gagner, l'augmentation cognitive que ça va nous offrir, le temps gagné, y compris en repos, hein, parce que c'est pas négligeable. Le premier cours sur ChatGPT, en utilisant ChatGPT que j'ai pu faire, ça m'a fait gagner au moins. Donc sur 2 heures, en général, je dois passer une dizaine d'heures sur une présentation. Quand je pars de zéro, bien sûr. Et grâce à ChatGPT, alors je m'étais amusé à lui demander de générer les slides. Je n'étais pas comment satisfait. Hein, j'ai dû quand même un peu plus travailler que ça. Mais ça m'a quand même donné un certain nombre d'aides. Par exemple, pour le formatage des tableaux, pour la traduction de certains termes, comme je disais tout à l'heure, pour le formatage réellement des slides. C'est pas mal, hein. On lui file un paragraphe qu'on a pu écrire dans un article et on lui dit mets-moi sous forme de points, et c'était pas mal. En tout cas, ça m'a fait gagner facilement la moitié du temps, quoi. Donc si moi je m'étais amusé à faire des copier-coller et à le faire comme ça. Donc moi je vois ça plutôt comme ça. Ça fait gagner énormément de temps. Ça, à mon avis, ça nous permet de moins réfléchir sur des tâches annexes, et ça va nous permettre d'être plus efficaces dans notre travail, de travailler plus vite, de se reposer plus et d'être encore plus efficace parce qu'on s'est reposé plus. Il y a des questions dans le chat, je vais essayer de résumer. Donc une première, c'est est-ce que il y a parmi ces outils une ligne éditoriale annoncée, et est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour forcer à expliciter une ligne éditoriale? En tout cas, dans ChatGPT OpenAI, on ne sait pas du tout qui fait cette ligne éditoriale. Donc ça peut être un choix éventuellement des gens qui créent les modèles. Voilà, ils peuvent très bien annoncer noir sur blanc, voici la ligne éditoriale qu'on va pouvoir suivre. Mais en l'occurrence, ils ne communiquent pas du tout là-dessus OpenAI. Et encore une fois, il y a des gens comme Elon Musk qui dénoncent je cite quasiment l'idéologie woke qui est véhiculée par quelque chose comme ChatGPT.
Lui, clairement, il voudrait que ça soit les gens qui définissent cette ligne éditoriale, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, entre autres parce que on sait que c'est pas forcément les gens, ça peut être des armées de faux comptes qui peuvent très bien, comme on l'a vu sur Facebook, sur Twitter, etc., qui peuvent très bien faire passer des messages. Et donc ça pose évidemment d'énormes questions. De ce côté-là, voilà, on dirait qu'ils sont bien protégés sur les fermes de bots, a priori, d'après ce qu'on peut voir. Et après, voilà, cette société qui parle depuis les États-Unis, ou une autre société qui parlerait depuis l'Europe ou qui parlerait depuis la Chine, évidemment, de l'endroit d'où elle parle, elle ne peut pas avoir le même point de vue et c'est important de savoir voilà, de quel endroit et quelle valeur, quelle idéologie et peut être portée par cette ligne éditoriale. Et c'est pas voilà. Et elle n'est pas aussi annoncée que quand on lit Le Figaro, quand on lit Libération, où on sait, parce que on sait par les personnes qui les ont créées, quelle est réellement la ligne éditoriale qui est derrière. Et puis il y a quand même des vrais journalistes, voilà. Là on ne sait pas, c'est quand même très opaque. Et au niveau universitaire, l'impact de l'utilisation de ces outils, est-ce que vous observez qu'il y en a de plus en plus, le risque étant évidemment côté scientifique un appauvrissement peut-être de la pensée scientifique ou d'une uniformisation peut-être, et puis et pareil pour les étudiants, quoi. Pour des rendus. Ouais. Alors je sais pas, côté scientifique, je sais pas. Je suis pas. Ouais, je saurais pas répondre. J'ai pas forcément l'impression qu'on soit très uniforme entre scientifiques. Ouais, je veux dire, c'est une fois qu'il y a tant qu'il n'y a pas de consensus, j'ai pas cette impression. Quand il commence à y avoir un consensus, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle il y a un consensus. Et puis la deuxième partie de la question, c'était sur. Alors, est-ce que j'ai surinterprété la question par rapport aux étudiants et par exemple à l'utilisation intensive de ce genre d'outils? En fait, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est dans l'idée de l'augmentation cognitive. Moi, je suis enseignant-chercheur, j'enseigne dans des écoles d'ENG, entre autres les traitements des langues. Mais j'enseigne également dans une BUT technique de commercialisation, donc à des gens qui sont formés à être des commerciaux. Et moi, mon parti pris, et mes collègues l'ont accepté, ça va être de créer des cours où je leur parle de ces outils pour qu'ils puissent les utiliser comme des outils. Mais ça m'a demandé aussi d'en parler à mes collègues pour qu'ils sachent que ces outils existent, qu'ils sachent que si le style d'un étudiant il change brutalement, si le style d'un étudiant ressemble à du chat GPT, il faut sans doute poser des questions supplémentaires sur ces parties-là aux étudiants, pour voir s'ils ont pas seulement copier-coller, mais s'ils ont bien compris et s'il y a vraiment une assise scientifique ou intellectuelle derrière ce qui a été écrit. Mais voilà, c'est des outils qui sont hyper importants pour des étudiants donc en commerce et donc dans d'autres les générations d'images. Ça peut leur permettre de créer facilement des logos. C'est pas leur cœur de métier de créer des logos. Ça peut leur permettre de créer des annonciers immobilières, de faire des tracts, de faire des flyers. C'est hyper important pour moi, je pense, de leur apprendre à faire ça. Encore une fois, pour être plus efficace et pour pouvoir faire plus de choses. En tout cas, de bien meilleure qualité. Merci. On va prendre une dernière question, mais si vous avez encore envie de discuter, on pourra vous retrouver au cocktail ensuite où Didier sera présent.
Oui, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné avec ChatGPT, c'était aussi la gestion du contexte. Et notamment le fait parce que vous dites, on lui apprend que à prédire le monde après, mais en fait, il est capable de prendre en compte des nouvelles données en direct pour prédire des nouvelles phrases. Et je me demandais si vous pouviez nous en dire plus sur les technologies derrière et peut-être comment vous traitez ce sujet-là en labo. Il n'y a rien de plus en fait. En fait, il a été dans son apprentissage, il a appris à interagir avec un être humain à plusieurs reprises. D'accord ? Donc pour lui, quand on lui met une question, qu'il y répond, qu'on lui remet une question, eh bien, il va se servir de tout ce contexte-là pour dire quelle serait la réponse la plus pertinente. Voilà, donc c'est juste, c'est uniquement, plutôt, parce qu'il a interagi à plusieurs reprises, avec plusieurs tours, d'accord, de discussion, qu'il est capable de prédire la suite. Voilà, donc à chaque fois qu'on rentre un prompt, il reprend tout ce qui a été dit au-dessus. D'ailleurs, une bonne manière de faire halluciner le ChatGPT, je vous conseille de le faire, c'est de lui parler d'un sujet et puis de switcher sur un autre sujet. Et là, il répond n'importe quoi. Enfin, il faudrait revérifier si ça s'est amélioré là-dessus. Mais vu la manière dont ça fonctionne, eh ben, lui, si on lui a parlé de camembert, enfin de fromage, et puis que d'un coup, on lui parle de réseau de neurones, eh ben, il va essayer d'associer les deux, et donc peut-être de répondre quelque chose qui n'a rien à voir avec la choucroute. D'accord ? Il va très probablement halluciner. Mais les humains, c'est pareil. Hein. Contrôle de master en janvier dernier. J'ai un sujet avec mon collègue où on fait une question, où on a un sujet qui va parler de recherche d'informations et de traitement des langues. Première question, donc le titre de l'article, c'était, il y avait marqué recherche d'informations dedans. Et puis je leur pose une question sans mettre que c'était une question sur les grands modèles de langue. Et bien tous les étudiants, ils ont répondu recherche d'informations. Comment on fait pour retrouver des documents dans une collection de documents? Donc quelque chose qui n'avait rien à voir. Eux aussi, il n'y en a que 3 sur 60 qui ont répondu bien à la question. Les autres, ils ont tous halluciné parce que dans leur contexte intellectuel, on disait que c'était de la recherche d'informations. Et donc du coup, ils ont essayé de interpréter la question. Ils ont surinterprété la question par rapport à ce contexte-là et pas à un autre contexte. Et ChatGPT, il fait ça systématiquement. Systématiquement, il vaut mieux repartir à zéro, faire new chat, pour lui poser une question, plutôt que de poser une question qui n'a rien à voir, parce que vous verrez que la réponse n'est pas du tout la même. Bien souvent, elle est complètement à côté de la plaque, ou elle sera en partie à côté de la plaque, tandis qu'il sera capable de bien répondre s'il est reparti de zéro. Ouais, donc ça, c'est une petite astuce d'utilisation de ChatGPT. Il vaut mieux avoir 10 000 conversations lancées qu'une seule avec beaucoup de sujets différents. Merci beaucoup Didier. Je veux en profiter, quelques mots de la fin. Je veux remercier les 12 bénévoles actifs de l'association IAPO. Sans eux, on n'aurait pas ces conférences-là. On est 12, on vise d'être 15 a priori, Philippe, 20 à la fin de l'année. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui sont intéressées par l'IA, passionnées, qui veulent donner un coup de main, il n'y a pas besoin d'être spécialisé dans l'IA, juste être intéressé. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous pourrez discuter avec nous de ce sujet-là après la conférence durant le pot. Autre sujet, là on a CYTech et Léopard qui nous accompagnent, association IAPO pour organiser tout ça. Si jamais parmi vous il y a des entreprises qui veulent sponsoriser des événements, n'hésitez pas. Voilà. Il y aura un Data Challenge et un festival à la fin de l'année. J'espère que je vous y retrouverai. Et en attendant, on vous invite à un verre et un petit peu de nourriture pour continuer les discussions. Merci beaucoup.